Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, notre invité est Gilles Vandenburg. Bonjour. Bonjour. Député fédéral écolo, mais on va parler de la ville de Bruxelles. Hier, il y a eu de nouveaux débordements dans le centre. Alors, je vous propose 3 réactions à cela. La première, les réactions qu'on a entendues sont exagérées. La deuxième, il faut une réponse ferme. La troisième, il y a un problème à Bruxelles. Mais je pense que la réponse politique doit être forte, ferme, évidemment. On ne peut pas... Une des missions principales de l'État, de l'autorité publique, c'est de garantir la sécurité de ses concitoyens. Et donc on voit bien que depuis quelques jours, effectivement, à Bruxelles, on a des situations, des violences que nous dénonçons et qui saccagent des quartiers entiers et donc qui mettent à mal la sécurité de nos concitoyens, des habitants de ces quartiers, mais je pense aussi à un sentiment sur l'ensemble de la région qui est tout à fait négatif. Et donc il faut que les autorités, qu'elles soient fédérales, qu'elles soient locales, qu'elles soient régionales, prennent la situation en main et qu'on ait des réponses fortes. Je pense que c'est une des missions fondamentales de l'État. Vous suivez la NVA quand elle dit qu'il faudrait interdire tout rassemblement au moins pendant une semaine ? Non, je ne pense pas. Je pense que ce genre de discours, on en est coutumier, de la NVA, à l'emporte-pièce sur des événements qui viennent de se produire, qui sont graves, qu'il faut solutionner. Mais d'interdire maintenant à tout rassemblement, je pense que c'est évidemment tout à fait exagéré, mais c'est le jeu classique de la NVA, surtout quand il s'agit de Bruxelles, surtout quand il s'agit des francophones, de pointer du doigt et d'essayer de venir avec des solutions extrêmement simplistes. Et je pense qu'il est bon justement d'attendre les rapports qui sont en cours, qui sont demandés, que ce soit du fonctionnement de la police locale à Bruxelles. Le ministre de l'Intérieur a aussi demandé un rapport à l'inspection générale. Donc il faut qu'on ait une objectivation de ce qui s'est passé. On sait bien que c'est inacceptable, mais il faut qu'on ait, pour pouvoir donner de réelles réponses et comprendre aussi le niveau de préparation de la police sur le terrain, puisqu'on voit bien qu'il y a encore de grandes inconnues et de grands points d'interrogation qui subsistent. Oui, mais il n'y a pas que la NVA qui monte au créneau ici. On entend côté flamand, beaucoup, côté francophone aussi, mais surtout côté flamand, pas mal de critiques. Sven Gatz, qui est Open VLD, ministre des Affaires bruxelloises, côté néerlandophone, dit qu'il manque de politique de sécurité correcte dans la capitale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais de nouveau, je pense qu'ici, ce qui est fondamental, c'est de trouver des solutions. Je n'ai pas envie que ce débat, certainement, je pense que c'est le pire, devienne un débat communautaire. On sait bien que du côté Vous avez l'impression flamand, que je pense que dès qu'il se passe quelque chose à Bruxelles autour de la sécurité, on essaie de communautariser le débat, de dire que ça ne fonctionne pas, que les infrastructures sont mauvaises, que les politiciens ou les politiciennes en place ne font pas leur travail. Je crois que ces réactions-là ne vont pas dans la direction de réelles solutions. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir analyser les faits et surtout répondre. Répondre politiquement, avec des propositions fermes à ce qui s'est passé samedi soir, à ce qui s'est passé hier à Bruxelles. De nouveau, c'est un noyau dur de casseurs qui profitent de chaque événement pour saccager vraiment des quartiers entiers, pour porter des actes de violence. Il faut des réponses adéquates, que ce soit au niveau de la police, donc point d'interrogation sur le niveau de préparation samedi soir de la police. On sait qu'il y avait un match de football opposant le Maroc à la Côte d'Ivoire. On sait qu'il y a des dispositifs qui doivent être en place pour justement encadrer des matchs de football comme c'est le cas. Et donc plein de questions se posent. Il faudra prendre des actes, mais il n'est pas question aujourd'hui de partir dans des déclarations à l'emporte-pièce. Alors je vais quand même vous proposer de réagir à la déclaration d'Alain Courtois qui était à votre place hier sur ce plateau, qui parlait d'une confiscation de la vérité. Il était assez dur. Je vous propose de l'écouter. Il faut aller au bout du raisonnement et dire maintenant, ça suffit. Il y a des droits et des obligations à vivre ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Okay. C'est le respect de l'autre. Voilà, et puis il disait qu'on voit là une faillite des accommodements raisonnables. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais oui au vivre ensemble, oui aux droits et aux devoirs, mais de nouveau, le pire, c'est faire des amalgames. Et quand Alain Courtois dit c'est la fin des accommodements raisonnables de la politique d'intégration à Bruxelles, c'est faire des amalgames. C'est faire penser, c'est faire croire à nos concitoyens qu'on a un problème ici avec l'ensemble de la communauté issue de l'immigration à Bruxelles. Ce n'est pas le cas. C'est clairement un noyau dur ici de jeunes qui ont envie de systématiquement briser les choses, d'envoyer des messages négatifs qui sont légitimement ou pas en colère et qui ont envie de casser. C'est pour ça qu'on les appelle les casseurs. De dire ce sont les migrants, comme le fait Theo Franken de manière tout à fait inacceptable, ou de dire c'est l'ensemble de la communauté, je dirais qu'elle soit musulmane ou issue de l'immigration, c'est l'erreur, c'est le piège pour justement aller vers encore plus de division, encore plus de clivage dans notre société qui n'en a pas besoin. Et donc ce genre de déclarations, je pense qu'elles sont très malvenues et elles créent l'amalgame et elles font juste monter les populismes et les solutions les plus extrêmes. Alors Theo Franken, vous en parliez, sera interpellé cet après-midi au Parlement fédéral parce qu'il a annoncé la création au sein de l'Office des étrangers d'équipes d'intervention rapide en cas d'émeutes ou
de débordements comme ça pour repérer les personnes qui sont étrangères et notamment en situation irrégulière. Là aussi, on est dans de l'amalgame. Mais complètement, surtout qu'il fait ça en réaction à ce qui s'est passé samedi. Il l'a dit au Parlement fédéral. Hein, j'étais mardi au Parlement fédéral en commission de l'Intérieur avec mon collègue Benoît Hellings. Il l'a dit, c'est en réaction, ce n'était pas prévu, ce n'est pas dans sa note de politique générale qui était discutée mardi. Et donc, on dit, il a profité, il a surfé sur la vague de ces incidents gravissimes de samedi soir pour de nouveau proposer quelque chose à l'emporte-pièce. D'ailleurs, la police intervient parfois déjà avec l'Office des étrangers, mais il n'y a évidemment pas question aujourd'hui de mettre en place des polices spéciales pour les migrants. Enfin, vraiment, dans quoi j'ai vraiment envie, j'ai du mal à ne pas moi-même être excessif pour qualifier ce genre de propos, parce qu'il ne fait que surfer. Il se réjouit, j'ai envie de dire presque, des violences qui ont eu lieu samedi. Il se réjouit des divisions entre Bruxellois d'origine différente, et c'est vraiment tout à fait regrettable. Voilà, je n'ai pas de mots pour qualifier cette sortie de Theo Franken. Alors, un autre gros dossier aujourd'hui qui sera analysé à la Chambre, c'est le rapport sur les Panama Papers. Cette commission d'enquête qui a travaillé pendant plusieurs mois sur la lutte contre la fraude fiscale. Écolo, lors du vote en commission, s'est abstenu. Vous êtes déçu ? Tout à fait. Je pense qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans les recommandations de la commission de Panama Papers. On le voit, hein, chaque semaine amène son lot de révélations. On a eu les LuxLeaks, on a eu les SwixLeaks, on a eu les Panama Papers, on a maintenant les Paradise Papers. Je ne sais pas ce qui arrive, mais il y a un travail journalistique d'ailleurs de qualité qu'il faut souligner, qui nous permet de faire ressortir tous ces dossiers de fraude fiscale. Et c'est vrai que nous sommes déçus. Nous avons beaucoup plus d'ambition au niveau d'écolo pour lutter contre cette fraude fiscale qui, quand même, selon la plupart des analystes, coûtent à l'État belge 20 milliards d'euros par an. C'est colossal. Et qui sont les premières victimes, je dirais? C'est vous et moi, ce sont les PME, les indépendants qui, eux, payent leurs impôts. Logiquement, d'ailleurs, puisqu'on a besoin évidemment d'impôts pour financer notre société. Et là, on a 20 milliards d'euros qui échappent. Et effectivement, certaines mesures sont positives. Je pense au reporting pays par pays. Je pense à l'interdiction de collaborer directement avec des paradis fiscaux. Donc, ce sont des recommandations que nous soutenons. Mais sur l'ensemble du rapport, il y a un vrai manque d'ambition et c'est pour ça qu'on va effectivement s'abstenir. Ça n'a pas été assez loin, vous n'avez pas été entendu dans les amendements que vous vouliez proposer? Tout à fait, et il y a un point particulier, c'est si on veut lutter contre la grande fraude fiscale, il faut renforcer l'administration évidemment. Les hommes et les femmes qui luttent au quotidien et c'est contre cette fraude fiscale, qui enquête sur les dossiers. Cette administration a été démantelée par le gouvernement actuel et il n'y a aucun projet d'engager des personnes supplémentaires et donc vraiment les moyens ne sont pas mis pour de nouveau, on parle de 20 milliards d'euros par an, c'est colossal et voilà, que des avancées timides que nous soutiendrons, mais on est beaucoup plus ambitieux du côté d'écolo par rapport à ce dossier. Vous parlez des révélations successives qui se font. Les dernières, ce sont celles des Paradise Papers, où apparaît notamment la société belge d'investissement, la SBI, qui est détenue par l'État à 64% et donc qui était dans ce dossier des Paradise Papers. Le ministre a répondu, est-ce qu'il vous a convaincu quand il dit qu'il va prendre des mesures pour que ce type de situation ne puisse pas se reproduire? Mais ce qui est interpellant, c'est comment est-ce possible que l'État belge fasse domicilier une de ses filiales dans les paradis fiscaux. Ça date des années 90. Oui, mais tout à fait. Mais donc ça veut dire quoi, que tous les ministres des Finances successifs étaient au courant ou ne savaient pas ou ont fermé les yeux, je n'en sais rien. Tous les responsables du SPF Finance, du service public Finance, étaient-ils au courant? Que savaient-ils? On sait que certains ont siégé dans le conseil d'administration de cette entreprise. C'est très, très interpellant. Donc prendre des mesures, c'est fondamental. Mais il faut vraiment aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 90. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Il faut des auditions, il faut comprendre. Et d'ailleurs, nous les avons demandé en commission finance et nous les avons obtenus. Le ministre s'est engagé à auditionner l'ensemble des parties prenantes, la SFPI qui est l'organisme fêtier, les personnes qui sont administratrices de ces entreprises et évidemment le ministre actuel, mais aussi les responsables du département finance des dernières années. C'est vraiment insupportable. L'État doit montrer l'exemple. Et ici, il domicilie des filiales dans les paradis fiscaux, c'est vraiment le comble. Ouais, donc là, il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Alors, autre dossier, c'est la sortie du nucléaire. Elia, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a sorti une étude qui montre un petit peu qu'on est serré, en tout cas au niveau timing. Alors, la NVA en déduit que sortir du nucléaire en 2025, ce n'est pas possible, il va falloir prolonger pour 10 ans. Vous pouvez suivre là-dessus? Pas du tout, mais justement, l'étude d'Elia, quelque part, constitue une bonne nouvelle. Elle montre que c'est possible.
c'est possible de sortir du nucléaire d'ici 2025. Mais évidemment, à certaines conditions. Et ces conditions, c'est une réelle politique claire d'investissement de l'État, et de l'État fédéral en particulier, d'investissement dans les énergies renouvelables, d'investissement dans les centrales à gaz. Il faut subsidier les centrales à gaz. Mais en partie, il faut faire un mixte, évidemment. Pour sortir du nucléaire, c'est la voie à suivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? C'est qu'effectivement, la NVA, mais on le sait bien, c'est l'alliance pro-nucléaire par excellence. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des autres partis suivent les écologistes sur cette date de 2025, puisqu'à l'époque, c'était une date qui avait été proposée par Olivier Deleuze également. Et l'ensemble des autres partis, CDNV, VLD, on dit non, on ne touche pas à 2025. Nous avons envie de les prendre au mot, mais de dire, alors il faut faire suivre par des actes, c'est-à-dire des investissements. L'éolien offshore, des investissements dans d'autres secteurs d'énergie renouvelable, puisqu'il va falloir évidemment compenser la fermeture des centrales nucléaires. Mais le message, c'est que c'est possible, c'est Elia qui nous le dit. Donc nous, on a envie d'être volontaristes dans ce dossier, évidemment. Alors, il y a cette urgence ici de prendre des décisions. Et par ailleurs, on apprend que la ministre bruxelloise, Céline Frémaux, dit le pacte énergétique, OK, mais on ne va pas le signer, le boucler, tant qu'on n'a pas cette certitude de sortie du nucléaire en 2025. On n'est pas un peu dans une situation antinomique ? Oui, c'est difficilement compréhensible. Je pense qu'il y a vraiment un manque de volonté politique parfois dans ce dossier. Je pense qu'il faut... Quel est le grand problème pour des investisseurs, pour des entreprises, pour des particuliers qui auraient envie d'investir dans l'énergie, une énergie renouvelable en particulier? C'est l'incertitude. Et donc, tant que les politiques disent oui, vous savez, 2025, je ne sais pas, on hésite, ça crée de l'incertitude. Et l'incertitude, elle est mauvaise pour justement enclencher cette transition énergétique que nous appelons de nos voeux. Les citoyens sont prêts, les entreprises sont prêtes, toutes les fédérations patronales disent il faut y aller, il faut investir massivement, ça va créer de l'emploi durable chez nous. Donc, les hésitations politiques, pour nous, écologistes, sont à ce stade incompréhensibles. Je rappelle qu'on est la semaine de la COP23 à Bonn, où l'ensemble des pays essaient de trouver des solutions face à l'urgence climatique. On a besoin de beaucoup plus de volontarisme dans ce dossier. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans l'interview, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu et il recevra Ahmed Laouège. Bonne journée à tous. Bonne journée.